m'appelle Xavier Bertin, je suis chercheur au CNRS au laboratoire LIENS, dont on a parlé tout à l'heure, et responsable d'une des 6 équipes, l'équipe dynamique physique du littoral, qui s'intéresse aux variations de niveau de la mer, par exemple, qu'elles soient lentes ou rapides lors des tempêtes, à l'érosion, à la dynamique des sédiments, etc. Et donc je vais essayer de vous présenter quelques exemples de mécanismes qui permettent d'atténuer les submersions marines et de voir dans quelle mesure ça peut être intégré à des stratégies de défense de côte. Alors tout d'abord, on va vers une augmentation des risques de submersion marine, parce que l'élévation au niveau de la mer qu'on peut voir ici, c'est un résultat global à l'échelle de toute la planète. Elle est observée au cours des décennies passées. Elle va se poursuivre, voire s'accélérer selon les scénarios. Dans le même temps, dans certaines régions du globe, il n'y a pas encore un consensus là-dessus, on a une augmentation des phénomènes extrêmes, mais quand même, je fais le lien avec l'actualité récente, où on vient d'avoir 2 ouragans de catégorie 5 dans la zone Caraïbe, ce qui était inédit, en 10 jours en plus. Et puis on a une urbanisation très importante des zones littorales. Là, c'est une photo de Manille. Ça, c'est une tendance aussi qui semble très importante. Si on met tout ça bout à bout, malheureusement, on ira vers plus de catastrophes liées aux submersions marines. Alors comment est-ce qu'on fait pour se protéger face à ces phénomènes extrêmes? Traditionnellement, là vous aurez reconnu la digue du Boutillon à l'île de Ré, on utilise des défenses en dur, avec beaucoup de béton quand on a une exposition importante aux vagues. Mais en fait, depuis plus d'une décennie, on a des solutions alternatives qui émergent, particulièrement en Europe du Nord, au Royaume-Uni, où par exemple ici, c'est une image au niveau de l'estuaire de l'Escaut, qui fait la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. On crée une espèce de zone de marais avec une écluse qui permet d'absorber le surplus d'eau lors des submersions marines, ou des événements de crues par exemple, tout en créant de l'habitat. Alors, on va rappeler quelques faits sur la tempête Xynthia. Tout d'abord, la situation météorologique. Donc, on a une tempête avec une trajectoire très atypique du sud-ouest vers le nord-est. Des vents qui sont forts, mais pas exceptionnels. On a des vents maximum mesurés à plus de 150 km/h sur l'île de Ré et sur l'île de Léron. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les vents de 300 km/h dont je parlais tout à l'heure. Et c'est aussi moins fort que les vents mesurés lors de la tempête Martin en 1999, où on avait mesuré des vents à plus de 200 km/h sur l'île de Léron. Alors malgré tout, on a mesuré un niveau marin complètement inédit, en bleu, ça c'est la mesure à la palisse, 8 mètres par rapport au zéro hydrographique, et en rouge c'est le niveau d'eau qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu de tempête du tout. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la surcote. Donc la surcote, la voilà ici, elle a atteint plus d'1,60 m. Ce qui était vraiment pas de chance, c'est que c'était exactement en phase avec une marée haute de vives eaux, et donc d'où ce niveau marin exceptionnel. En fait, on a travaillé avec des collègues historiens pour essayer de reconstituer ces événements historiques, et on s'est rendu compte qu'au cours du siècle passé, il y a eu 5 autres événements qui avaient entraîné des niveaux marins à peu près équivalents, certes un tout petit peu plus faibles, en 1924, 1940-41, 57 et en 99. Donc en fait, en termes de niveau marin et puis d'étendue de la submersion, ce n'est pas un phénomène si inédit que ça. Alors, des collègues statisticiens du BRGM se sont emparés de cette question et ont essayé de calculer quelque chose qui est essentiel pour les gestionnaires, les aménageurs, c'est ce qu'on appelle la période de retour de ces niveaux extrêmes, c'est-à-dire le temps statistique moyen entre deux occurrences. Tous les combien de temps, en moyenne, se produit un niveau comme celui atteint pendant Xynthia. Alors, ils arrivent à une valeur, alors il y a une barre d'erreur qui est énorme, mais à peu près 250 ans, donc ça resterait un phénomène complètement exceptionnel, en moyenne. Un niveau tel que celui atteint pendant Xynthia se produirait tous les 250 ans. Oui, mais si on baisse un tout petit peu le niveau de 50 cm, 7,50 m, on chute déjà à 40 ans. Et 7,50 m, ça continue à déborder. Alors pas avec les travaux qu'on est en train de faire, mais sinon ça générait autrefois une submersion. Alors voilà, à partir de ces données, là, je vais vous présenter quelques résultats qu'on a acquis au laboratoire et qui concernent la limitation des hauteurs d'eau lors des débordements massifs. Une petite introduction très rapide sur les submersions marines. On peut distinguer 3 phénomènes principalement. La surverse, donc là c'est une image spectaculaire pendant l'ouragan Katrina, où en fait c'est l'eau qui passe par-dessus une digue, donc plusieurs mètres au-dessus de la crête de l'ouvrage, et l'eau passe directement. Le franchissement par paquet de mer, où là en moyenne le niveau de la mer est un petit peu plus bas que l'ouvrage ou le cordon dunaire, mais il y a des paquets de mer qui passent de façon intermittente, et au final ça aboutit à une submersion. Et puis la rupture de barrière ou d'ouvrage, et là c'est une image très spectaculaire après l'ouragan Ivan à Dolphin Island, dans le golfe du Mexique, où en fait le cordon dunaire a été complètement éventré, et bien sûr la submersion est passée très rapidement.
Alors bien sûr, ces trois phénomènes peuvent se superposer, hein, c'est là tout l'enjeu. Mais ce dont je vais vous parler là aujourd'hui, c'est la surverse, parce que ça a été le mécanisme dominant pendant Xynthia. Bien sûr, il y a eu localement des ruptures d'ouvrage, mais le niveau marin était tellement extrême que ce qui a dominé globalement à l'échelle de tous les pertuis charentais, c'est la surverse. Alors comment est-ce qu'on a fait pour reproduire numériquement la surcote et la submersion associées à Xynthia? Eh bien, on a développé un modèle numérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des équations compliquées, mais en gros, il y a deux composantes. Une qui simule ce qu'on appelle la circulation hydrodynamique, c'est-à-dire les courants et les hauteurs d'eau, et une autre boîte qui simule les vagues. Et puis, on a besoin d'un couplage entre les deux, parce que les courants vont impacter les vagues et vice-versa. Alors ensuite, on découpe l'espace en petits éléments triangulaires. Et nous, notre choix, dès le début, ça a été de simuler la surcote à l'échelle de tout l'Atlantique Nord-Est, avec un niveau de raffinement qui va croissant, et où finalement, le long des ouvrages, on a besoin d'avoir une résolution de l'ordre de quelques mètres pour bien représenter les digues, les dunes et tout ce qui empêche les submersions. Mais quand même, globalement, on trouve que nos résultats sont satisfaisants. Et ensuite, on s'est posé une question qui peut paraître un peu saugrenue comme ça. On a essayé de calculer quel était le volume d'eau qui était passé par-dessus les ouvrages. C'est colossal, c'est plusieurs centaines de millions de mètres cubes. Et en fait, on s'est demandé dans quelle mesure ça ne pouvait pas avoir un impact sur les hauteurs d'eau en mer, ou en d'autres termes, abaisser un petit peu le niveau de la mer en comparaison à une situation où on aurait empêché la submersion. Et voilà, ce calcul, il est là. Et donc, vous voyez que ce n'est pas du tout négligeable, c'est en mètres. Vous voyez qu'à l'entrée des pertuis charentais, on est à une dizaine de centimètres. Et puis, quand on s'enfonce dans les estuaires, on dépasse 1 mètre dans la Sèvre niortaise et idem dans la Charente. C'est-à-dire que le fait de déborder, l'eau est montée 1 mètre jusqu'à 1 mètre moins haut que si on avait empêché le débordement en mettant par exemple des digues très très hautes. Alors du coup, à partir de là, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait tirer parti de ce phénomène pour réfléchir à des solutions de défense de côte alternatives? Et c'est un travail qu'on a réalisé plutôt à La Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer, plutôt au nord de La Rochelle, donc deux petits villages très sévèrement touchés par Xynthia, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle RISKIT, pour lequel notre laboratoire était partenaire. Et ce qu'on a essayé de réfléchir et de tester, c'est la création de zones tampons très extensives, il y a plusieurs dizaines de kilomètres carrés, dans des zones où il y a peu d'enjeux, ce sont des zones où il y a des pâturages ou des champs cultivés. Et puis le long du littoral, on a abaissé la crête des ouvrages, alors tout ça de façon complètement fictive, hein, c'est juste dans le modèle, c'est de la science-fiction pour le moment. Et puis on essaie de voir quel impact ça avait si on reproduisait la submersion pendant Xynthia. Là, vous avez en plus une coupe de cet effet d'abaissement du plan d'eau le long de l'estuaire de la Sèvre niortaise et le long de l'estuaire du Lay en vert. Et on voit que pour les deux, on aboutit dans la partie interne de l'estuaire à un abaissement du plan d'eau jusqu'à 1 mètre. 1 mètre, enfin 1 mètre c'est dans la Sèvre niortaise, 1 mètre c'est colossal, et ça compenserait à peu près l'élévation au niveau de la mer qui est prévue pour la fin du siècle. Alors un deuxième résultat que je vais vous présenter, qui est très différent, qui peut paraître un peu exotique, c'est l'impact de la végétation sur les vagues, sur les submersions marines. Mais il faut savoir que en science, il y a des modes aussi, et c'est complètement à la mode, c'est très très tendance. Donc on avait déployé un certain nombre de capteurs perpendiculairement au rivage pour suivre comment les vagues étaient atténuées et éventuellement comment le plan d'eau pouvait évoluer. Alors on a comparé avec ce qui est observé dans la littérature. En général, pour la spartine, ça entraîne une dissipation de 2% à peu près par mètre de l'énergie des vagues. Nous, avec l'Obion, on arrive à 4,5%, donc c'est plus du double. Vraiment très rapidement, en l'espace de 20 mètres, les vagues disparaissent complètement. Donc ça, c'est très intéressant parce que si on arrivait à restaurer ou même à redévelopper des estrans végétalisés au pied des ouvrages, ça permettrait qu'ils soient moins endommagés lors des tempêtes. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a un deuxième effet là qui est lié en fait aux vitesses orbitales des vagues. Quand les vagues se propagent, sous la crête de la vague, il y a une vitesse importante dirigée vers la côte, et dans le creux, la vitesse est dirigée vers le large. Alors cette vitesse, elle va frotter au fond, et ça entraîne une contrainte, on va dire, si on simplifie, une force de résistance. Et cette force de résistance, comme c'est fonction du carré de cette vitesse au fond, elle est beaucoup plus forte sous la crête de la vague. Et elle est beaucoup plus faible sous le creux. Si bien que si on fait la moyenne de cette courbe bleue sur un passage de vague, on a quelque chose qui est non nul, on a une contrainte résiduelle, qui dans notre cas atteint une quinzaine de pascal. Une quinzaine de pascal, c'est beaucoup plus fort que l'effet du vent, par exemple, pendant une tempête. Et sauf que c'est dirigé vers le large. Donc ça va plutôt tendre à abaisser le plan d'eau. Ça avait été montré en laboratoire, mais jamais in situ. Alors, encore une équation, je ne rentre pas du tout dans le détail, mais en gros, la surcote, ou la pente du plan d'eau,
est équilibré par la force liée au déferlement des vagues, la force liée au vent qui souffle vers la côte, et puis à l'inverse, on a un terme dans l'autre sens qui est l'effet de la végétation. Et bien, si on prend en compte uniquement le déferlement et le vent, comme c'est fait classiquement, on a le long de l'estran une hauteur d'eau qui augmenterait, pas beaucoup, ce n'est pas une tempête, qui augmenterait d'une quinzaine de centimètres. Et si on prend en compte ce terme de végétation, on a une hauteur d'eau qui diminuerait. Alors, bien sûr, c'est ténu, on parle d'une quinzaine de centimètres. 15 centimètres, malheureusement, c'est un petit peu dans notre barre d'erreur. Il aurait fallu avoir une vraie tempête avec des vagues d'1 mètre, où on aurait sans doute mesuré un abaissement du plan d'eau qui pourrait atteindre 30-40 cm. On a fait des calculs dans une tempête comme Xynthia, on pourrait avoir un abaissement du plan d'eau jusqu'à 40 cm. Donc bien sûr, on se tient prêt. Et la prochaine fois, on a une tempête, alors pas trop forte, mais juste de quoi inonder un peu cet herbier avec des vagues. On va essayer de répéter ces mesures avec des conditions plus énergétiques. Alors voilà, ça pouvait paraître un petit peu déconnecté du résultat précédent, mais en fait non, parce que ce type de résultat, on en est vraiment au stade de réflexion, mais ça pourrait contribuer à de nouvelles solutions de défense de côte, où on pourrait combiner à la fois des zones tampons en identifiant des zones de marée sans enjeu important, on abaisserait un petit peu la crête des ouvrages, et puis on restaurerait, on essaierait de développer des herbiers au droit des ouvrages, afin d'atténuer les hauteurs d'eau lors des événements extrêmes, et puis de protéger un peu mieux les ouvrages. Alors ça m'amène aux conclusions. Donc on a vu en introduction que les submersions marines liées aux tempêtes sont parmi les catastrophes naturelles qui entraînent les plus gros dégâts, du fait de l'élévation du niveau de la mer et dans certaines régions du globe de phénomènes météo plus extrêmes. On va avoir plus de submersions marines dans les décennies à venir. Ensuite, le résultat qui était assez inédit, c'est que nos résultats numériques suggèrent localement un impact très important du débordement sur les hauteurs d'eau en mer, par rapport à une situation où on empêcherait le débordement. Donc en fait, ça, c'est une implication claire en termes de stratégie de défense de côte. Le tout digue, avec des digues de plus en plus hautes, déjà, c'est un coût qui deviendra prohibitif. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et puis, bon, on a fait cette étude un peu plus exotique où on montre que les herbiers à eau bionne présentent un pouvoir de dissipation des vagues qui est colossal. C'est les seules études qu'on trouve dans la littérature avec une telle dissipation, c'est les mangroves, vous voyez un peu. Et puis, ils peuvent aboutir potentiellement à un léger abaissement du plan d'eau, quelques dizaines de centimètres, mais ce serait déjà ça de prix. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, ces études ont été soutenues par un certain nombre d'organismes, l'ANR, la Commission européenne, le département Charente-Maritime et la région Poitou-Charentes.